Super. Bonjour, Bon- Monsieur Simard. Bonjour, Monsieur Saint-Pasteur, ça va bien? Ben, ça va plutôt très bien. J'ai Oui? entendu Alexis dire du bien de moi, donc ça flatte mon ego, tout est parfait. C'est bien ça, c'est bien. Euh, je sais pas pour vous si de votre côté vous vivez avec la même intensité l'arrivée de Monsieur Trump, mais Ça a été un ici, basculement et j'avoue que moi, je suis membre de la commission de la défense et des forces armées. OK, Donc, OK. on est sensibilisé sur ces sujets. Et puis, je suis président du groupe d'amitié France-Estonie. Donc, je me suis rendu en Estonie en décembre dernier. Donc, j'ai une sensibilité sur ces enjeux qui est peut-être plus forte que la moyenne nationale. Mais oui, oui, l'échange entre le président Trump et le président Zelensky a été un peu un séisme. Alors en France, on a cette particularité d'avoir toujours été dans une certaine forme d'autonomie et d'indépendance stratégique. On dispose de la dissuasion, donc voilà. Mais Mhm. on est conscient aussi de nos faiblesses et de nos limites. Donc oui, oui, ça bouge beaucoup. Le président Macron a fait une intervention télévisuelle dans laquelle il a eu un propos quand même assez mobilisateur. Et donc voilà, les choses bougent, ça suscite beaucoup de crispation parce qu'on est dans une période aussi compliquée politiquement en France. Peut-être que vous avez vu ça de votre fenêtre. Tout à fait, Euh, oui. donc voilà, tout ça mis bout à bout fait un contexte un peu particulier, quoi. Bon, on a la même réalité, c'est ce que je vois. Oui, vous aussi, vous avez une actualité assez Ouais, dense. avec les tarifs, les menaces de tarifs et bon, voilà. Pas Et toujours alors, cohérent d'ailleurs, mais ce que je proposais à Alexis, alors au début, en fait, l'initiative, c'était vraiment, moi, je suis assez curieux d'avoir des temps d'échange avec aussi ben, certains homologues sur certains sujets, partager, avoir des points comparés. Alexis, par sa double culture, m'a proposé de me mettre en relation avec le meilleur des députés présents sur la scène canadienne. c'est le Donc, seul qu'Alexis connaît, voilà, c'est pour ça. Je connais Alexis aussi, donc Ah, il ouais, ne c'est sera pas vrai. content d'entendre ça. Et donc voilà. Et je me disais, pourquoi pas ben, proposer de faire aussi de cet échange quelque chose que il y a quand même beaucoup de questionnements, d'incertitudes. Moi, je connais un petit peu la frontière russe parce que avec cette Mhm, présidence du groupe d'amitié France-Estonie, je m'y suis rendu. On a accueilli une délégation estonienne récemment, mais on connaît moins bien la frontière américaine. Et donc, c'était intéressant d'avoir aussi le point de vue d'un député canadien là-dessus et peut-être de le mettre en partage aussi avec ben, la petite communauté dont on dispose pour ben, essayer d'avoir ce point de vue un peu renversé et plutôt que mhm. de répéter bêtement ce qui est dit par des médias qui font le relais de nos collègues aux quatre coins du monde, peut-être d'avoir directement un point de vue. Sur notre réalité qui est peut-être différente, mais qui est affectée par le même acteur politique, ça peut être fort intéressant, mais je peux peut-être vous proposer, si vous avez un peu de temps après, ce serait peut-être intéressant pour vous d'échanger avec ma collègue Christine Normandin, qui est notre porte-parole en matière de défense et qui est dans des groupes d'amitié qui est dans des groupes, pardon, qui est dans des groupes d'amitié, qui voyage beaucoup et qui entretient des relations multilatérales avec plusieurs acteurs politiques. Donc, peut-être que pour ce volet-là, elle aurait été meilleure que moi, mais simplement pour présenter ce qu'est notre réalité dans un contexte politique très polarisé, je pense qui est comparable à celui de la France présentement ici, où on a la montée d'un parti qui utilise une rhétorique qui n'est pas toujours rationnelle, selon moi, le Parti conservateur au Canada. Le départ du premier ministre qui s'est fait hier avec l'arrivée d'un joueur politique qui est néophyte. M. Carney a sa première expérience en politique. Donc, disons que c'est une conjoncture qui est assez volatile au moment où on a une crise commerciale sans précédent. Donc, moi, pour Que vous, caricaturer, moi, les échanges, pour j'enseignais rappeler les enjeux, les échanges avec les États-Unis, pour vous, ça représente un poids évidemment bien plus important que celui qu'on a en France avec tout à les fait États-Unis. premier partenaire commercial. Ben, je peux peut-être juste commencer en vous parlant de ma formation politique. Moi, je suis un indécrottable souverainiste, donc qui vient d'une région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean,
euh, où lors du référendum de 80 et du référendum de 1995, les taux d'appui à la souveraineté du Québec étaient très élevés. Mes parents sont des souverainistes, ma famille, mon entourage sont des souverainistes. Donc, je suis un militant de longue date de la cause, tant au niveau du gouvernement du Québec, donc au Parti québécois, qu'au niveau fédéral, au Bloc québécois. Donc, et moi, j'enseignais les sciences politiques à l'Université du Québec à Chicoutimi avant d'être député pour le Bloc. J'ai fait de nombreuses campagnes électorales et en 2019, nous, notre parti, le Bloc québécois, en 2017-18, c'était quasiment mort. Moi, je croyais que on a eu des soubresauts et je croyais qu'on n'allait pas se sortir vivant de ça. Malheureusement, les gens qui étaient à la tête du parti à ce moment-là avaient une vision qui était un peu incohérente, je dirais, c'est même un euphémisme. Heureusement pour nous, est arrivé un changement de chef et une conjoncture un peu plus favorable, de sorte qu'on est revenu en force en 2019, après une période d'environ, d'un peu moins de 10 ans où c'était un peu plus difficile pour nous. Donc, ça place un peu les choses, mais ça rend notre action politique un peu différente de celle des autres députés, puisqu'on siège à Ottawa dans un Parlement duquel on veut se séparer. Donc, C'est il y a plus une des gens... configuration espagnole qu'une configuration française. Oui, voilà. Il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu contre-intuitif, mais donc nous, on y va avec le mandat de défendre les intérêts spécifiques du Québec et ça se fait aussi dans des moments qui sont un peu moins turbulents que celui-ci. Ça se fait dans une volonté de faire reconnaître la particularité culturelle du Québec. On est les seuls francophones dans une mer d'anglophones. Le Canada est un pays multiculturel euh, qui mise beaucoup sur l'immigration et le nombre de francophones hors Québec est en constante diminution. Donc, il y a un aspect fort important de notre action politique qui s'inscrit dans la volonté de maintenir la nation québécoise et de maintenir le rapport de force de la nation québécoise dans l'ensemble canadien. Dans une conjoncture comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça rend notre action politique un peu plus difficile puisque effectivement, ce que bon nombre de mes concitoyens cherchent aujourd'hui, c'est une forme de sécurité. Ils veulent être rassurés vis-à-vis les tarifs de M. Trump et en particulier dans ma région, qui est un très grand exportateur d'aluminium. On est le plus gros producteur en Amérique d'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça fait partie de la guerre tarifaire qui est en train de s'installer. Donc, c'est une drôle de conjoncture présentement avec laquelle on a affaire, qui n'est pas étrangère, je suis persuadé, à celle que vous avez affrontée. On a, en fait, si on veut transposer avec évidemment toute la mesure qu'il est nécessaire de garder, c'est que nous, on n'a pas ces problématiques, en fait, en tout cas ces enjeux plus indépendantistes, parce que le mot souverainiste renvoie à d'autres choses en France, donc je me permets de dire indépendantiste. J'en suis fort conscient, oui. Et en gros, nous, le point avec les difficultés budgétaires qu'on a, c'est que l'effort qui est demandé, notamment en matière militaire et de défense, c'est plutôt au détriment de quoi? Et est-ce qu'il faut le faire au détriment d'autres sujets? On a la problématique de la réforme des retraites, on a un gouvernement de droite qui, moi je siège dans l'opposition, je suis au Parti socialiste, dans une approche d'opposition, mais plutôt responsable. Donc très clairement, est-ce qu'on doit tout sacrifier à cet effort budgétaire qui est malheureusement nécessaire aujourd'hui dans la configuration que nous avons? Beaucoup de pays européens, évidemment les pays d'Europe centrale et orientale, ont enclenché l'accélérateur sur les efforts budgétaires, hein, les pays baltes, la Pologne, qui est peut-être parmi les plus connus, mais aussi le Danemark, avec ce changement de paradigme américain.
Donc c'est aussi dans une certaine mesure, quand on est un parti politique, une formation politique qui a plusieurs sujets à porter, est-ce qu'on doit tout mettre de côté en faveur, ben, vous, des problématiques d'accords commerciaux avec les États-Unis, nous, par rapport à cette accélération en termes d'efforts de défense, et puis cet appel à une certaine forme d'unité qu'il est Mhm. nécessaire d'avoir pour faire face, pour faire bloc face ben, à cette défaillance américaine de ce qui était hier un allié et aujourd'hui est peut-être plus vu comme un partenaire. Donc on a des configurations analogues et beaucoup de questionnements là-dessus. Mais même à ce chapitre-là, ce que vous faites remarquer, euh, c'est une situation qui est vécue aussi au Canada. Il faut comprendre notre réalité politique sur la base d'une fédération où l'aspect social relève davantage des provinces. Nous, on ne dit pas province. Quand on est au Québec, on préfère dire la nation québécoise. On dit les provinces et la nation québécoise. Donc, l'aspect social relève davantage des provinces et de la nation québécoise, mais il y a un financement qui vient du gouvernement fédéral. Donc, quand le gouvernement fédéral est en situation économique précaire, généralement, ce qu'il a tendance à faire, c'est de couper les paiements de transfert aux provinces et au Québec, de sorte que ça Ça en crée France une aussi. Hein. distorsion. Ouais, c'est ça. Et nous, ça crée une distorsion épouvantable au niveau du financement des soins de santé. Euh, le point de départ du financement de la santé par le public, c'est début des années 60 au Canada, où en investissement dans la santé, c'était 50-50. Pour un dollar mis en santé, tu avais un dollar tu avais 50 sous qui venaient, 50 centimes pour prendre formulation française, qui venait du gouvernement fédéral et 50 centimes qui venaient du Québec. Et aujourd'hui, on est à 80-20. Et c'est 80% du financement de la santé qui vient du Québec et 20% qui vient du gouvernement fédéral. Et la santé représente environ un peu moins de 50% de l'ensemble du budget du gouvernement du Québec. Donc, c'est une situation qui est instable, qui est intenable, pardon, et on a à conjuguer avec ça, et on aura d'autant à conjuguer avec ça au sortir de cette crise économique qui nous frappe, parce que le réflexe du gouvernement fédéral, tout parti confondu, que ce soit le Parti conservateur ou le Parti libéral, lorsqu'ils sortent d'une crise et qu'on est en mode de retour à l'équilibre budgétaire, c'est de couper les paiements de transfert. Donc, ça s'est vu dans les années 90 et ça s'est vu dans les années 80 également. Ils ont appliqué ce même type de politique-là. Et l'ère duquel on sort, qui est l'ère de M. Trudeau, il y a eu beaucoup de programmes qui ont été mis de l'avant, en particulier la gratuité des soins dentaires, sans avoir d'entente avec les provinces, de sorte que ce fardeau fiscal-là va s'ajouter si on veut maintenir les services au budget des provinces qui sont déjà déficitaires. C'est la logique, nous, qu'on appelle le déséquilibre fiscal. Donc, le gouvernement fédéral a de très gros revenus, très peu de dépenses. Les provinces ont de moins gros revenus et beaucoup plus de dépenses qui y sont associées. Et on traîne ça depuis une trentaine d'années, là. Bon, c'est... Même chose avec les transferts de compétences en France où vous avez par exemple, les établissements scolaires qui ont été transférés depuis les années 80, puis il y a eu de nouvelles phases où vous avez aussi la qualité de ce qui est transféré, où il y avait besoin de travaux de rénovation lourds, et donc ça engendre aussi des dépenses supplémentaires qui sont pas compensées. Et comme on est un pays qui est beaucoup moins, qui est pas fédéraliste, beaucoup moins décentralisé, moi j'étais vice-président d'un conseil départemental. Donc 1,6 million d'habitants, un peu plus de 2 milliards d'euros de budget, ben, on n'a pas d'autonomie fiscale. Donc ça crée aussi beaucoup de difficultés pour faire face. On n'a même plus le levier de pouvoir ben, ajuster le niveau d'impôt le cas échéant, avec les conséquences politiques que ça engendre. Mais c'est une vraie difficulté. Je me permets juste une question par rapport à. Je sais que l'ancien Premier ministre Justin Trudeau avait un discours qui était quand même pour en revenir à la problématique initiale, vis-à-vis de l'Ukraine, très en soutien de l'Ukraine. Oui, oui. Et ça, c'est des sujets qui font consensus aujourd'hui au Canada ou qui font l'objet de discussions ou Bon, c'est... on vit probablement la même polarisation idéologique que vous vivez en France, OK. où il y a une strate de la population qui n'est pas majoritaire, mais il y a une strate de la population qui s'informe sur des médias discutables, disons, qui ont un discours
vis-à-vis le conflit en Ukraine qui est discordant, mais c'est pas significatif au Canada, je vous dirais. Donc, il y a quand même chez les principaux partis une vision commune à l'effet qu'il faut soutenir l'Ukraine, peut-être à l'exception de quelques voix discordantes au sein du Parti conservateur euh, qui ont, euh, qui ont lors de je pense que c'est la dernière session parlementaire, qui avait refusé un accord économique avec l'Ukraine sous prétexte qu'il y avait dans cet accord-là une taxe sur le carbone, donc une taxation sur le carbone, ce qui est la marotte du Parti conservateur. Vous savez, l'économie canadienne se divise entre l'Ouest, qui sont des producteurs de pétrole, le Québec qui a des secteurs d'activité économique complètement distincts, l'industrie forestière et d'autres, l'aluminium et d'autres types d'activités, et l'Ontario qui a l'industrie automobile. Donc, les conservateurs sont très campés sur les positions des énergies fossiles de l'Ouest, donc ils font une lecture de la politique uniquement souvent à partir de ce prisme-là. Donc, d'où leur marotte sur la taxation du carbone. Et ils ont négocié un peu leur appui en faveur d'un soutien à l'Ukraine en fonction de ça. C'est la seule note discordante. Disons qu'à l'exception de ça, la réponse de M. Trump à M. Zelensky a été très mal accueillie au Canada pour la majorité de la population, si on exclut les gens qui utilisent comme source d'information X et les médias sociaux un peu plus discutables. Mais le soutien à l'Ukraine, c'est pas, je ne crois pas que lors de la prochaine campagne électorale, il y aura, qui va être très bientôt pour nous, dans 2 semaines, là, au plus tard. Je J'ai cru pense pas qu'il va comprendre. y avoir de voix discordantes. Mais il faut comprendre que le Canada n'est pas une puissance militaire comparable à la France, que le type de soutien qui a été offert, et la défense nationale, ce n'est pas mon dossier, mais pour ce que j'en connais, le type de soutien qui a été offert à l'Ukraine en matériel et en financement, je sais que ça a tardé avant que ce soit déployé. Il y a eu beaucoup de difficultés au point de vue logistique pour que les éléments qui étaient promis à l'Ukraine se rendent finalement. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, mais la concrétisation de ces annonces et ces engagements a tardé à se déployer. On en est tous conscients, mais il y a quand même une vaste majorité d'élus qui soutiennent l'Ukraine vis-à-vis le conflit qui les oppose aux Russes. Là. On a deux éléments en rebond. Le premier, c'est qu'on sent aussi sur le terrain dans cette guerre hybride, en fait, cette pénétration de la désinformation liée à l'information sur des canaux comme vous l'avez évoqué, assez contestable, et puis avec cette polarisation des réseaux sociaux qui force à penser encore plus fort ce qu'on pensait déjà avant. Et puis on a eu aussi nos propres turpitudes et difficultés par rapport à l'approvisionnement logistique, au soutien, à l'apport du soutien vis-à-vis de l'Ukraine. Mais très clairement, nous on a eu le sentiment, alors vu de notre fenêtre, c'est que le Premier ministre canadien était quand même très clair dans son soutien. On a eu l'idée du 51e État qui, je pense, a dû un Mhm. peu crisper chez vous. Moi, j'ai vu cette petite réponse qu'a fait Justin Trudeau sur comme un jeudi, quand on lui posait la question de savoir comment il réagissait vis-à-vis de Donald Trump que vous avez un voisin immédiat. C'est vrai que pour nous, ça a été quand même un choc en termes de revirement, encore plus pour les pays qui étaient encore plus pro-OTAN, donc Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur les pays d'Europe centrale et orientale. Moi, quand j'étais en Estonie en décembre, on sentait bien qu'ils avaient presque accueilli favorablement le discours de Donald Trump à un effort supplémentaire financier des pays d'Europe comme étant en gros les pays qui sont à 2%, voire moins, comme l'Espagne ou la Belgique, voilà, ça va un peu les stimuler. Mais là, le changement de pied vis-à-vis de l'Ukraine les a un peu affolés. Donc là, on est quand même sur un sursaut assez massif. Et moi, je pense, mais c'est un point de vue personnel que j'exprime, c'est que il faut pas que l'Europe se recentre uniquement sur elle-même, mais
c'est les pays qui sont encore démocratiques et libéraux au sens politique du terme, pas économique, mais qui doivent aussi mieux se coordonner. Évidemment, le Canada, la Corée du Sud, l'Australie en font partie, et c'est plutôt cette nouvelle alliance-là qu'il faut essayer de renforcer. Tout à fait, tout à fait. Je, simplement pour revenir sur ce que vous disiez sur le 51e État, notre grande difficulté à nous présentement, c'est que on agit encore comme des acteurs rationnels. Donc, Je vois quand ce que vous voulez arrive dire. ce type de discours-là, euh, au point de départ, quand ça a été dit à Mar-a-Lago, à M. Trudeau et à M. Leblanc, qui est présentement le ministre des Finances, un proche de M. Trudeau et qui est présentement le ministre des Finances au Canada, quand ça a été dit au retour euh, au Canada de M. Trudeau, on a présenté ça comme étant une blague. Donc, puis personne prenait nécessairement cette affirmation-là au sérieux. Et chemin faisant, ça commence à créer une inquiétude chez plusieurs personnes chez nous. Mais en même temps, on a ce discours-là sur le 51e État et on a des menaces, je vous dirais, quotidiennes sur la mise en place de tarifs sur des secteurs d'activité économique qui sont importants au Canada. Mais on sait très bien que ces menaces-là, s'ils sont mis à exécution, elles se font au détriment des États-Unis. Donc, un acteur politique rationnel se dit, c'est impensable que les États-Unis agissent économiquement contre leurs intérêts. Ce qui fait qu'il y a une distorsion épouvantable. Un jour, on a des menaces de tarifs. 2 jours plus tard, ces tarifs-là sont repoussés au mois suivant parce que les gens du milieu des affaires aux États-Unis font leur travail, c'est-à-dire faire valoir leur intérêt au niveau politique. Et à cela se mélange la menace du 51e État qui repose sur certains discours politiques aussi indiquant que les ressources énergétiques au Canada, les États-Unis aimeraient bien mettre la main dessus. Les ressources, les vastes ressources en eau potable du Canada, les Américains aimeraient bien mettre la main dessus. Donc, il y a à la fois une réelle menace, mais il y a une façon de l'interpréter qui demeure difficile pour tout le monde. On a, nous, les partis d'opposition comme le gouvernement, on a déployé dans les dernières semaines des stratégies pour voir comment on allait réagir face aux tarifs, mais l'essoufflement qu'on met à faire ça, c'est souvent un coup d'épée dans l'eau. Je vais vous donner l'exemple d'ici. Ma région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, est le plus gros producteur d'aluminium primaire d'Amérique du Nord. Donc, c'est principalement les États-Unis qui consomment l'aluminium que nous, l'aluminium primaire qu'on fait. Les États-Unis consomment 4,2 millions de tonnes d'aluminium par année et ils sont en mesure, sur ces 4,2 millions de tonnes, d'en produire 0,6 %. Donc, et nous, on leur en offre 3,5 millions de tonnes par année. Demain matin, il décide d'ajouter ce que M. Trump a dit, 25 % sur l'aluminium. Eh bien, il vient de rendre le secteur automobile américain non concurrentiel. C'est ce que les gens de Ford, Stellantis, GM ont dit à M. Trump. Eh bien, pourtant, il dit encore aujourd'hui que mercredi de cette semaine, il y aura des tarifs de 25 % sur l'aluminium et l'acier. Donc, on a beau essayer de prévoir des stratégies, de penser à des contre-tarifs. Moi, je suis persuadé qu'il va dire ça mercredi et que jeudi, les tarifs seront reportés dans un mois. Donc, comment on arrive à planifier quelque chose de cohérent avec un acteur politique aussi insensé? Et ça, ça je ne sais pas si vous avez la La clé de même, la solution chez vous, mais ben, en nous, fait, on parle beaucoup de post-vérité, mais on parle peu de post-rationalité. C'est-à-dire que, en gros, c'est clair, de la même façon, dans l'industrie de l'armement, les discours qui sont ceux aujourd'hui de Donald Trump desservent l'industrie militaro-industrielle, enfin, le complexe militaro-industriel américain. Et très clairement, on a des fuites. Moi, je lis la presse, j'ai pas des informations de premier rang, mais qui expliquent que les grands acteurs américains
commence un peu à froncer les sourcils en disant que si l'Europe se réarme et se recentre sur elle-même, ce qu'elle a plutôt vocation à faire, même si c'est toujours un peu plus compliqué, hein. Les Britanniques ont acheté des drones pour fournir à l'Ukraine, mais des drones de fabrication américaine. Et puis, il faut aussi être en capacité de pouvoir produire, hein. C'est bien Mhm. beau de vouloir acheter chez soi, mais il faut être en capacité de pouvoir produire. Mais on sent bien que c'est pas forcément dans l'intérêt des États-Unis en tant que tel. Alors après, est-ce que politiquement, le discours que porte Donald Trump le sert en termes de popularité aujourd'hui vis-à-vis de son électorat? Moi, j'ai pas la prétention de connaître suffisamment les États-Unis pour pouvoir le dire de façon catégorique, mais je vois pas d'autres raisons en fait, parce que je considère que Donald Trump peut être cynique, mais je le considère pas comme quelqu'un d'imbécile en fait. Mhm. Voilà, donc il y a bien des raisons sous-jacentes qui justifient ça, mais l'exemple de l'aluminium est assez illustratif du propos, quoi, hein. Ça, c'est clair que ça perturbe. Ça perturbe ceux qui ont l'habitude de penser de façon relativement cartésienne. Pas toujours, mais relativement. Ouais, ouais, ben, ouais, ouais, relativement. Disons que le mot relatif en politique est assez important. Mais de, d'agir de cette façon aussi irrationnelle, je pense que on a une période d'adaptation à ça. Je vous donnerai un cas de figure qui m'a frappé aussi. La semaine dernière, j'étais dans le plus gros forum de l'industrie minière du Canada à Toronto. Et on insiste beaucoup présentement ici parce qu'on a des minéraux critiques stratégiques au Québec et au Canada qui sont nécessaires au secteur de la défense américain. Et si ils se fournissent pas chez nous, c'est la Chine. Donc, stratégiquement, on comprend très bien l'intérêt qu'ils ont envers le secteur minier du Canada. Donc, il y a un gros producteur de zinc qui raffine du zinc au Québec, mais le zinc est produit ailleurs dans une autre province au Canada, qui fait affaire avec les États-Unis, qui me disait qu'il y a trois types de réactions chez ses clients. Le premier type, c'est des gens qui se disent c'est impossible que des tarifs arrivent parce que ce serait complètement contre-productif et on ne dispose pas de ces minéraux critiques-là. C'est le premier type de réaction. Le deuxième type de réaction, c'est de dire il y a des menaces de tarifs qui seront jamais qui seront jamais mis de l'avant. Donc, ce sont simplement des menaces pour développer un discours de négociation qui est à l'avantage des Américains. Mais le plus dangereux, ce que me disait mon interlocuteur, c'est le troisième type d'acteurs. C'est des gens qui disent, eh bien, le président a raison, venez vous installer aux États-Unis. Mais une raffinerie de zinc, ça se construit pas en 3 mois. Et c'est essentiel au secteur de la défense aux États-Unis, au secteur aérospatial. Et donc, ces acteurs-là qui disent, venez vous installer aux États-Unis, sachant très bien que ça suppose d'investissements de milliards de dollars et que ça prendrait une période de temps qui est quand même assez grande, euh, sont rendus avec le même discours irrationnel que le président. Donc, ça devient assez difficile pour les gens du milieu des affaires. Moi, je le conçois aisément. En économie, en affaires, ce qu'on souhaite, c'est de la prévisibilité. Et nous, on est dans un moment où tout est imprévisible. Donc, ça devient assez difficile d'attirer des investissements, de concrétiser des projets de développement. On va avoir un passage à vide au Québec et au Canada, assurément, dans la prochaine année, où il sera quasiment impossible de lancer de nouveaux projets, puisque nos marchés, notre principal marché, qui est celui américain, sera dans une situation qui est peu avantageuse pour nous. Mais ça nous donne en même temps un signal fort à l'effet qu'on a à changer le confort de nos relations d'affaires qu'on avait avec les États-Unis et viser plutôt les marchés européens. Et ça, c'est le grand chantier dans lequel la politique canadienne est supposée d'entrer. Et ce sera une thématique importante de notre prochaine campagne électorale pour tous les partis confondus, là. Comment arriver à développer de nouveaux marchés, en particulier le marché européen. Et encore là, il y a des incohérences au point de vue énergétique. Donc, Et peut-être pour expliquer le propos vis-à-vis de ceux qui ne sont pas des fins connaisseurs de la politique canadienne, en gros, là, vous avez un premier ministre, nouveau premier ministre qui était ancien gouverneur de la Banque du oui, Canada, et vous allez quand aussi, même avoir de nouvelles élections, aussi c'est étonnant ça? que ça puisse paraître, on a un premier ministre qui est non élu. Donc, Ça c'est peut le chef, arriver.
C'est le chef du parti politique qui a le plus de députés en Chambre qui forment le gouvernement. Présentement, on avait un gouvernement minoritaire libéral avec M. Trudeau. M. Trudeau a été largué par son parti suite à des décisions qui étaient hasardeuses au point de vue économique. Donc, M. Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre aussi, un homme d'affaires qui a un parcours et un CV au point de vue de la gestion de certaines grandes organisations qui est fort intéressante, mais qui n'a aucune connaissance politique, aucune expérience politique. Mais les libéraux ont décidé de vivre leur moment Carney. Donc, hier, il a gagné avec une majorité digne de l'Union soviétique, 86%. Donc, il a écrasé ses concurrents. M. Carney va devenir premier ministre, mais la particularité, c'est qu'il ne peut pas entrer à la Chambre parce que ce n'est pas un élu. Donc, il ne peut pas entrer dans la Chambre des communes, mais c'est le premier ministre. Donc, dans les faits, ce qu'il va faire très rapidement, moi, je crois qu'il va se donner une semaine pour faire quelques annonces et bien se positionner comme étant le meilleur premier ministre dans la crise qui nous frappe avec les États-Unis sur les tarifs, mais il sera dans l'obligation, d'ici les 2 prochaines semaines, de déclencher une élection. Ça veut dire que si le Premier ministre qui avait succédé à Justin Trudeau avait été lui-même membre de la Chambre des communes, il n'y aurait pas eu besoin de provoquer des élections anticipées. Monsieur Carney n'est pas obligé de provoquer des élections anticipées, mais il va devoir agir à l'extérieur de la Chambre. Donc, Chez il peut nous, le ça faire. paraît invraisemblable. C'est-à-dire qu'en gros, le Premier ministre va répondre aux questions au gouvernement dans le Palais Bourbon, dans l'hémicycle, au Sénat également. Enfin, il peut. Alors, il n'est pas forcé d'être élu. Jean Castex n'avait pas de mandat électif, qui a été Premier ministre il y a quelques temps. Mais ça paraît un peu Mhm. inconcevable pour un Mais Français. oui, oui, tout à fait. Mais c'est arrivé 2 fois dans l'histoire, je crois, où on a eu un premier ministre qui est arrivé qui était non élu. Donc, d'où peut-être euh, la nécessité de déclencher des élections. Il pourrait rester en poste, mais c'est un gouvernement minoritaire aussi. Donc, c'est un On connaît gouvernement en France minoritaire aussi. qui serait renversé rapidement. Mais c'est pas à son avantage de laisser le terrain à d'autres joueurs politiques qui vont en chambre pouvoir questionner ces ministres et puis qui vont pouvoir occuper l'espace. C'est pas son avantage de faire ça. Et ça ajoute à l'insécurité qui est ressentie par plusieurs personnes. Il y a un vide politique présentement au Canada et il va falloir combler ce vide-là le plus rapidement possible. Tout le monde est d'accord pour qu'on ait des élections dans les meilleurs délais, là. Donc, Peut-être une dernière question, parce que je sais que votre temps est compté, je ne veux pas trop en abuser. Euh, Par rapport à la population, nous, on sent quand même que parmi la population, il y a beaucoup d'inquiétudes liées à cette incertitude. Il y a quand même, en France, je l'espère tout du moins, un sentiment d'unité face à ces grands défis. On a historiquement eu la possibilité de faire face. Est-ce qu'au Canada, ce climat d'incertitude est aussi facteur de beaucoup de crispation? Vous avez parlé des répercussions sur l'investissement, mais tout ne se mesure pas tout à que fait. au nombre Non, d'investissements et du montant en dollars investis. Mais comment ça se passe au niveau de la population aussi? tout à fait. Bon, il y a ce que nous, on appelle les 2 solitudes. Donc, quelqu'un qui est au Québec, un francophone au Québec, s'identifie comme un Québécois et non pas comme un Canadien. Donc ça, chez les personnes plus âgées, même c'est indiscutable. Donc il y a 2 types d'identité nationale au Canada. Ce qu'on voit avec la crise actuelle, c'est que il y a un sentiment plus développé au niveau de l'identité canadienne. Des gens qui s'identifient d'habitude comme étant des Québécois sont entrés dans ce mouvement où on essaie de défendre le Canada face aux menaces économiques de M. Trump, face au 51e État. Donc, ça, c'est la démonstration qu'il y a véritablement au sein de la population une crainte vis-à-vis de la situation actuelle. Et ce qu'on cherche, c'est un gouvernement qui serait en mesure de représenter ce qu'est le Canada. Ça devient difficile parce que
si on regarde dans les 20-30 dernières années, ce qu'a essayé, bon, disons juste l'ère Trudeau dans les 10 dernières années, ce qu'a essayé de faire M. Trudeau, c'est de déconstruire l'identité canadienne. Pour M. Trudeau, il n'y a pas d'identité canadienne, ça n'existe pas. Le Canada est un État multiculturel où des gens issus d'horizons divers constituent une mosaïque qui est le Canada. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire qu'il faut mettre de l'avant cette identité-là canadienne pour développer davantage le sentiment d'appartenance et surtout faire face au conflit avec les États-Unis. Donc moi, la crainte des gens, je la vois s'exprimer très bien à travers cet engouement, une certaine forme d'engouement qu'il y a même au Québec vis-à-vis l'identité canadienne d'une part. D'autre part, on voit par les sondages que notre électorat est très volatile. Présentement, il y a des mouvements de 10 points, assurément. Le Parti conservateur était en tête, là, parce qu'il y avait un essoufflement du gouvernement Trudeau. Et le Parti conservateur, dans des sondages, peut perdre 10 points et se rapprocher très près des libéraux, de sorte qu'il pourrait y avoir à nouveau un gouvernement libéral. Ça, c'est aussi une manifestation de la crainte de la population face à la conjoncture actuelle. Mais moi, pour parler avec des gens de mon entourage, j'ai l'impression que il y a une portion significative de nos citoyens qui sont en train de ne plus croire ce qu'ils entendent à la télé des menaces de M. Trump. J'ai envie de dire la bêtise. La bêtise de M. Trump, c'est comme normalisé. Donc, on est habitué de voir dans les médias au jour le jour de menaces de tarifs, de menaces d'annexion, mais des trucs qui se concrétisent jamais. Donc, on prend ça pour de l'esbrouffe. Donc, ça crée une drôle de situation. Mais il y a un fond d'inquiétude de la part des citoyens qui est bien présent. Je pense que ça risque d'amplifier si jamais il y avait de réels effets des tarifs sur des pertes d'emplois, sur une inflation qui serait incontrôlable. Je pense que ça pourrait être amplifié à ce moment-ci. Mais l'électorat est craintif, mais elle est un peu comme nous, un peu dubitatif face à un acteur qu'on peine à comprendre, qui envoie des messages qui sont discordants. Et le Canada, c'est pas... Le Québec est l'endroit qui est probablement le plus réfractaire à Trump et aux menaces d'annexion. Tandis que si on va dans l'Ouest canadien, tu as une portion de l'électorat qui est un peu moins réfractaire à ces discours-là. Donc, c'est pas uniforme, là, mais nous, au Québec, il y a un rejet massif de type de politique de M. Trump, d'un populisme qui prend forme un peu dans le reste du Canada aussi, mais d'un populisme débridé qui fait pas confiance aux médias. Il y a un rejet massif de ça au Québec. OK. Bon, c'est top. Merci beaucoup de ces éclairages. Plaisir. Peut-être qu'on pourra donner un second souffle après à notre discussion. Et si un jour vous passez au Québec, n'hésitez pas à Avec nous grand faire plaisir. signe. Et également sur Bordeaux. À Oui, très bientôt. Bon courage c'est à un vous. Bonne plaisir. chance. Bonne Oui, chance. merci. Vous aussi. Au Au Bonne revoir. revoir. journée, Mario. Là.